Bonjour à toutes et à tous. J'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Serge Testevide, qui est coordonnateur national du CEDREPS. Donc, le CEDREPS, c'est le collectif d'études disciplinaires pour le renouvellement de l'enseignement de l'EPS. Donc, tout d'abord, un grand merci à toi, Serge, d'avoir accepté cette interview. Merci aussi pour l'invitation, c'est avec plaisir. Un plaisir partagé. Alors, je souhaite échanger avec toi aujourd'hui sur un axe fort du CEDREPS, qui est le ciblage d'un objet d'enseignement pour faire progresser les élèves en EPS. Alors, c'est vrai que c'est une thématique qui intéresse de plus en plus de collègues, mais qui interpelle aussi par moment la profession. Alors, effectivement, il y a certains collègues qui se disent, si je cible un objet d'enseignement précis, j'en occulte d'autres, et du coup, c'est vrai que ça peut parfois déranger certains collègues et ça interroge en tout cas une partie de la profession. Donc, on va parler de tout ça après avec toi. Je te propose, si tu le veux bien, une interview en 3 temps. Un premier temps où tu vas te présenter brièvement et présenter aussi les axes actuels de réflexion du CEDREPS. Ensuite, un deuxième temps où tu vas nous préciser là, concrètement comment cibler un objet d'enseignement pour faire progresser les élèves en EPS. Et ensuite, un troisième temps où tu vas répondre aux nombreuses questions de ma communauté d'EPS Régal. J'ai des collègues qui ont laissé des questions et qui ont des questions à te poser sur cette thématique. Est-ce que ça te va pour toi, cette interview en 3 temps? Oui, très très bien. Sur la partie centrale, on essaiera de répondre aux interrogations autour du ciblage, parce que c'est aussi une réflexion qui se mène, quoi. Elle n'est pas complètement aboutie, elle avance, mais c'est en train de se faire, quoi. Oui, bien sûr. C'est en cours et ça évolue. Les réflexions voilà, évoluent en permanence, c'est normal. Alors, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, Serge, te présenter brièvement et ton parcours aussi professionnel? Alors, pour faire court sur… je suis à la retraite maintenant, donc le parcours professionnel il est derrière. Depuis On peut peu, dire il me semble. que… Ouais, ça fait 6 mois que je suis à la retraite. Mais j'ai jamais tant fait de l'éducation physique, enfin réfléchi sur l'éducation physique. On peut dire que j'ai passé un quart de mon temps en établissement scolaire, soit en collège ou lycée professionnel. J'ai passé un autre quart de temps sur la formation, notamment générale, formation des profs d'EPS et formation d'activité de pleine nature. Et puis, j'ai passé la moitié de ma carrière quasiment à l'UFR STAPS. Pendant toute cette carrière, les APPN, ça a été vraiment un fil conducteur tout le temps. Si on pouvait un peu découper les périodes, 80-90, j'étais formateur APPN dans ma région, beaucoup, mais à partir des années 90 jusqu'à un peu plus de 2000, j'ai beaucoup bossé sur les programmes en tant qu'expert APPN. Et à partir des années 2005, je suis rentré progressivement dans le CEDREPS. Je crois que c'est en 2007 ou 2008, je suis rentré au CEDREPS et j'ai pris la coordination nationale en 2013. Voilà à peu près les grands marqueurs de mon évolution professionnelle. C'est déjà bien, une carrière bien fournie. Oui, avec de la chance de tomber dans des périodes où il y avait des moyens et des conditions pour discuter et débattre au plan national de l'EPS, ce qui n'est plus le cas actuellement. Par exemple, moi, j'ai organisé 3 universités d'été à PPN, c'est-à-dire regrouper fin août 50 collègues dans un endroit pour discuter des pratiques pédagogiques, des activités de pleine nature. Ça se fait plus, quoi, ça. Ouais. Oui, c'est sûr. Ce qui est dommage. D'accord. Ensuite, oui, ta deuxième question, c'est… Pardon. Moi, je voulais que tu nous parles maintenant des préoccupations actuelles du CEDREPS, que tu coordonnes, ouais. Tu nous l'as dit, depuis 2013 maintenant. Quelles sont les grandes idées, les grands axes de réflexion actuels dans le cadre du CEDREPS? Alors, il y a un axe, je dirais qu'il y a 2 axes, avec un axe prédominant actuellement et un axe plus, on va appeler majeur, puis un axe mineur. L'axe majeur va tourner autour des objets d'enseignement, avec des interrogations, déjà arrive à les caractériser, après est-ce qu'il faut les lister, comment les regrouper, et ce qui revient un petit peu avec les objets d'enseignement, c'est
la construction d'une forme de pratique scolaire, notamment les notions de contraintes emblématiques qui revient aujourd'hui un peu plus. On peut dire qu'on a basculé. Avant, on parlait beaucoup FPS et peu d'objets d'enseignement. Aujourd'hui, on est vraiment centré sur les objets d'enseignement et l'objectif, c'est d'avancer sur cette notion. Après, l'axe mineur, qui a commencé à être un peu travaillé par Raymond ou par moi ou Thierry, c'est de se poser la question, oui, mais quand on aura listé tous les objets d'enseignement, c'est pourquoi faire, quoi. Et donc, si on considère que la discipline, c'est un peu 2 étages, tu vois, d'un côté, ce qu'on enseigne, de l'autre côté, le pourquoi on enseigne, il y a des réflexions qui se mènent sur le pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de construire une discipline scolaire, une EP scolaire, une éducation physique scolaire, avec des interrogations autour de la notion de thème d'enseignement ou qu'est-ce que ça pourrait être la contribution spécifique de l'éducation physique à la formation des élèves, quoi. Donc, une discussion plus à long terme qu'on aborde peu ou pas actuellement parce qu'elle est complètement phagocytée ou par les programmes, quoi. Les programmes répondent à cette question-là et on ne remet pas en cause les programmes. Donc ça, c'est les 2 axes en fait. Voilà, oui. les 2 étages d'un programme. Quand tu parles de Raymond et Thierry, donc c'est Raymond Delem, Thierry Et Tribala. Thierry Tribala. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur ce groupe CEDREPS, de qui il est constitué et comment il s'organise brièvement pour les gens qui ne connaissent pas ce collectif? Alors, ce collectif est organisé à partir de groupes de régions. Donc, on a actuellement 7, voire un 8e qui va se créer, groupe de régions. Ça veut dire, ça peut être 5 à 15 ou 20 collègues qui décident de réfléchir ensemble à partir des pratiques professionnelles dans le cadre du CEDREPS. Donc, il y a un représentant ou un délégué de chaque région et ces différents délégués, plus ceux qui ont fondé, on les appelle les anciens, c'est-à-dire Raymond Delem, Thierry Tribala et Jean-Luc Ubaldi aujourd'hui, parce qu'une bonne partie sont partis à la retraite. Tout ça forme un collectif national. Donc, collectif national, c'est les délégués, les représentants des groupes régionaux, plus ceux qui ont porté le CEDREPS dans les années 2000, quoi. Et à l'étage du dessous, enfin du moins plus décentralisé, des groupes régionaux, 7 ou 8 actuellement. Globalement, ça fait une bonne centaine de personnes qui se revendiquent du CEDREPS et qui participent à l'activité des différents groupes. D'accord. Donc, tu nous disais tout à l'heure qu'un axe fort, c'est la notion, cette notion de ciblage d'objets d'enseignement. Ça nous permet de faire le lien directement avec le 2e temps de cette interview qui va être le temps fort. Est-ce que tu peux préciser, définir la notion de ciblage en EPS tel que l'entend le CEDREPS? Alors, il y a peut-être un préalable à donner au départ, c'est que cette notion de ciblage, elle s'inscrit dans un cadre plus général. C'est-à-dire qu'on va cibler quelque chose, un élément qu'on veut enseigner, un savoir, on l'appellera un savoir. Mais derrière, il y a l'entrée que nous, on a choisie dans l'éducation physique, c'est de considérer que si on veut éduquer physiquement des élèves, il faut s'appuyer sur les éléments de la culture, des pratiques corporelles, pour faire large. Et que cette culture, c'est ce qui permet aux élèves de grandir, de devenir des citoyens et des hommes libres. Donc, on fait vraiment l'entrée. J'aime bien, moi, la phrase l'idée qu'on retrouve sur les épaules de Darwin, c'est se hisser sur l'épaule des géants. C'est-à-dire que si on prend appui sur certains éléments de la culture, effectivement, on va pouvoir grandir. Et le terme clé, c'est avec culture, émancipation, qui va être important. L'émancipation pour nous en éducation physique, ça veut dire effectivement s'émanciper des déterminismes physiques, de la motricité du terrien pour nous, mais pas que ça, avec tout ce qu'on a mis en œuvre, enfin tout ce qu'on a souligné avec Thierry Tribala autour des normes qui pèsent sur le corps de tous les différents types de déterminismes, qui pèsent sur la manière d'être, de se comporter. Donc culture et émancipation, ça serait deux
en toile de fond. Alors, si on veut amener des élèves effectivement à cette émancipation grâce à la culture, on va faire des choix dans la culture. Et ça, on pourrait dire que c'est le premier niveau de ciblage. J'ai essayé d'y réfléchir et j'ai imaginé une Donc, c'était représentation un peu en... cette idée de choix. Moi, c'est vrai que Ouais, j'avais écouté une conférence de Jean-Luc Ubaldi, j'ai repris sa citation, parce qu'elle me parle vraiment pour moi sur le ciblage. Il disait « Cibler, c'est choisir, ce n'est pas réduire, mais zoomer sur ce qui est fondamental à un moment donné. » Et je trouve voilà. que cette citation, elle est vraiment parlante par rapport au Alors, ciblage. c'est ce qu'on va essayer. Ouais, c'est ce qu'on. J'ai essayé de trouver une image pour faire penser à la démarche de ciblage. En fait, j'imaginais une cible comme une cible de tir à l'arc. Mais il y en a plusieurs. C'est-à-dire que cette question-là, on l'a déjà posée depuis longtemps. Enfin, la question de la transposition didactique, par exemple, de manière générale, pose la question du choix. Qu'est-ce qu'on retient des objets culturels pour l'école? Donc là, on pourrait dire qu'il y a un premier ciblage, une transposition didactique est déjà une première forme de ciblage. Mais ce n'est pas celle que l'on entend. Qu'est-ce qu'on va choisir comme cible? Ce qui nous, là, tout à l'heure, tu reprenais la phrase de Jean-Luc en disant choisir des choses qui sont importantes. Alors ouais, mais c'est quoi quelque chose d'important? Alors on a essayé un petit peu d'avancer là-dessus. C'est important dans la culture. Alors, chaque pratique corporelle, c'est ça qui est intéressant, a essayé de se développer selon, je reprends une formule Isabelle Keval, c'est l'idée de perfectibilité. Il y a des axes de perfection, alors qui peuvent être dans tous les sens. On peut se perfectionner dans le monde de l'art, on peut se perfectionner dans le monde du sport, dans le monde de la condition physique, dans le monde de l'acrobatie. Et ce n'est pas toujours uniquement quelque chose qui va vers plus de performance. Et dans cette évolution, on peut dire qu'il y a des moments saillants, c'est-à-dire des moments où effectivement il y a des nouvelles techniques qui apparaissent, il y a des techniques au sens où on l'entend, c'est pas différent de la tactique, c'est pareil, une technique c'est toujours une solution à un problème, et ces techniques sont des savoirs qui permettent effectivement de faire des pas en avant dans la culture des pratiquants. Alors ça suppose effectivement qu'on ne soit pas novice du domaine de culture dans lequel on veut essayer de sélectionner des savoirs. Un collègue qui n'est pas un Une certaine pratiquant expertise, cultivé. voilà, c'est ce que C'est tu veux ça, dire. voilà. Ouais, c'est ça, c'est obligé. Alors, une fois, ça correspond à ce parti pris numéro 1 qui était dans l'article du cahier 7 de Jean-Luc Ubaldi et d'Alain Coston, c'est-à-dire vivre la culture, c'est pas vivre les pratiques sociales, point. On va choisir des mots saillants dans l'évolution des pratiques sociales, pas tout ce qui a été fait. Déjà, c'est la première interrogation qu'il faut avoir. Quels sont les moments où il y a des choses nouvelles qui apparaissent? Et peut-être que ça vaut le coup d'être enseigné, parce que ça signifie que, je ne sais pas, je prends l'exemple du tennis de table, quand on regarde j'avais une vieille cassette des premiers championnats du monde des années 30, c'est assez extraordinaire de voir les mecs jouer. Ils sont au centre de la table, ils jouent essentiellement en revers. Bon, il y a une vraie révolution quand les gens commencent à se décaler côté coup droit, côté pivot, et jouer avec le coup droit. Oui, Avec le jeu s'accélère, voilà, c'est ça. Et donc, il y a des ruptures qui arrivent avec des nouveaux pouvoirs d'action. Et donc, c'est ça, il faut avoir une lecture un peu historique, anthropologique, j'allais dire, des pratiques. Voire un peu aussi épistémologique, c'est-à-dire voir quels sont les savoirs qui se construisent. Ensuite, mais ça, je dirais, on arrive à avoir les débats là-dessus. Je pense que le ciblage entendu comme choix d'un objet culturel, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Là où ça commence à devenir un peu plus compliqué, je trouve, et où les collègues ont des difficultés, c'est la cible. On parle de cibler. Et sous-entendu, c'est le centre de la cible qu'on vit. Mais on ne parle pas de la cible.
Et c'est là où là, je relisais encore des articles. Les gens ciblent, c'est-à-dire qu'ils vont dire, je prends ça. Je fais un choix de travailler, je ne sais pas, moi, l'attaque placée, là, je voyais une attaque constructive en volleyball. Mais par contre, on ne sait pas ce choix parmi quoi il se fait. C'est-à-dire que la deuxième étape du ciblage, pour moi, c'est avoir une modélisation, enfin pour nous, une modélisation de l'activité adaptative du pratiquant ou de la conduite motrice du pratiquant. Si on n'a pas ça, on ne peut pas savoir ce que l'on cible à l'intérieur. Et c'est là où il y a la confusion qui est forte entre l'activité du pratiquant, le nageur, et la natation. Et on peut dire je cible dans la natation, c'est-à-dire que je prends la liste des techniques, des savoirs qui ont été institués, et j'en prends un. On pourrait dire que je cible, voilà. Ou je choisis de prendre l'option que nous, CEDREPS, on a prise, c'est-à-dire de s'intéresser à l'activité globale du pratiquant, du nageur, et de choisir un élément à l'intérieur de cette pratique. Donc, si on pouvait résumer les trois niveaux de ciblage. Ciblage, c'est choisir un objet culturel pertinent. Après, cibler, c'est définir l'activité du pratiquant dans toutes ses dimensions. Et dernière étape sur laquelle on est, nous actuellement, c'est le centre de la cible. C'est-à-dire on va choisir un élément de cette activité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les programmes où on va choisir une compétence parmi d'autres. Ou alors là, je regardais encore les AFL hier soir, AFL collège, lycée, je crois, en CA4, je crois qu'il doit y avoir il y a 10 éléments essentiels. Voilà. On a la liste. Mais 10, on aurait pu en avoir 12, 13, 15, 20 et tout. On voit bien qu'avec ces modes de fonctionnement, on n'a pas du tout une approche de l'activité du pratiquant. Et aujourd'hui, là où ça manque, là, dans toutes les productions, c'est ce qu'on voit, c'est que cette deuxième étape, c'est-à-dire la modélisation de la conduite motrice du pratiquant ou de l'activité adaptative du pratiquant, elle est complètement squeezée, éliminée, et on choisit un élément dans le patrimoine culturel. Et on appelle ça du ciblage. Nous, la façon dont on envisage le ciblage, c'est pas comme ça, quoi. C'est effectivement choisir des objets culturels en un qui soient émancipateurs, deux, caractériser l'activité du nageur ou du pratiquant, trois, isoler un élément de cette activité-là. Et ça, c'est le ciblage. Mais on voit bien que les gens peuvent très bien interpréter le ciblage sur ce continuum de trois niveaux, quoi. Et dire je cible parce que j'ai choisi un objectif dans la liste ou parce que je trouve ça intéressant. Au regard des élèves, par exemple, beaucoup justifient en disant les besoins des élèves, c'est ça, quoi. Donc, il y a bien ces trois étapes-là que tu viens de mentionner pour qu'on parle vraiment. Trois niveaux de ciblage sur lesquels. Trois niveaux pour qu'on puisse parler de ciblage au sens du CEDREPS. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert pour le CEDREPS de cibler un objet d'enseignement en EPS? Finalement, à quoi ça sert? Bien, en fait, ça s'est construit progressivement devant le constat incontournable, toujours le même, c'est-à-dire que si on confronte les élèves à la totalité de la pratique, eh bien, ils apprennent rien. Ils ne progressent pas. C'était l'éternel débutant, tout ça. Et le zapping, le PS du zapping, voilà, où on enchaîne le PS du zapping, voilà. différentes situations d'apprentissage dans une leçon. Ouais, où c'était le parti pris numéro 2 énoncé par Jean-Luc et Alain, c'est l'accès à la culture, c'est pas vivre toute la complexité, toute la diversité des pratiques, quoi. Voilà, c'est ça. Et le choix a été, à un moment donné, la bascule a été de se dire, eh bien, arrêtons de vouloir tout faire, faisons une chose, mais bien et toujours la même. Et du coup,
Pourquoi? C'est pour que les élèves apprennent, en fait. Et qu'à l'échéance d'une séquence d'une dizaine d'heures ou d'une quinzaine d'heures, il puisse y avoir des transformations qualitatives, certes ciblées, locales, sur un seul point, mais qui est des transformations. Donc, il y a vraiment un souci de faire apprendre, et puis en se disant que, comme toutes les autres disciplines scolaires, le but du jeu du français, c'est pas de visiter toute la littérature. Je veux dire, c'est ou de voir toutes les mathématiques, ou de voir toute la physique, mais c'est d'identifier des connaissances stratégiques qui ont été culturellement construites, et puis de donner aux élèves les moyens de se les approprier en les travaillant. Donc, c'est vraiment cette idée de resserrer. La conséquence, c'est de faire les deuils. Mais la préoccupation numéro 1, c'est vraiment de se dire qu'il faut que les élèves apprennent, et notamment parce que nos élèves ont changé. On voit qu'aujourd'hui, on s'intéresse à voir ce que font les copains de Marseille, où ils s'intéressent beaucoup aux non-sportifs, quoi. Qu'est-ce que peuvent apprendre les non-sportifs? Voilà. Ou ce que Raymond dit d'une autre manière en disant il parle d'une EPS des sédentaires. Voilà. Et donc, du coup, si on reprend ça, eh bien, on se dit on ne peut pas tout faire. Pour ces sédentaires, ces non-sportifs, eh bien, on va ne pas céder sur l'ambition de les transformer, mais on va réduire et cibler. Donc mettre la focale sur une chose précise, sur 7 ou 8 leçons, bien sûr. C'est très restreint aussi, les modules en EPS. Donc, sur 7 ou 8 leçons, avoir ce parti pris fort d'être vraiment sur une chose précise. Moi, ça me parle complètement, parce que c'est vrai qu'avant de connaître le CEDREPS, j'avais tendance, notamment en art du cirque ou en gym, comme certains collègues ont tendance à le faire, proposer beaucoup d'ateliers. Et les élèves tournent, etc. Et au moment d'évaluer les élèves, je me disais, finalement, qu'est-ce qu'ils ont appris? Et là, ça m'interpellait. Je me disais, je ne vois pas vraiment de réelle transformation. Alors, effectivement, ils ont tourné d'un atelier à l'autre, ils ont découvert certaines choses. Mais est-ce qu'il y a eu une réelle transformation au niveau de la motricité? Moi, je pense que j'en avais pas à ce moment-là. Et là, ça m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit, il faut que je change ma manière d'enseigner par rapport à ça. Et je pense que on est victime. La résistance, elle est liée à mon avis, au moins 2 raisons. Les 2 principales, c'est le modèle sportif qui nous colle à la peau. C'est-à-dire qu'on veut que les élèves montent de niveau sur tous les aspects de l'activité du pratiquant. Si on prend en activité de pleine nature, on veut qu'il en grimpe, il faut qu'il lise la voie, il faut qu'il développe une motricité, il faut qu'il s'engage en tête, quoi. Voilà, on a tout. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses pour 7 ou 8 leçons. C'est ce qu'on fait dans les clubs avec plusieurs années. Quoi. Voilà, donc, plusieurs donc années. Nos modèles, ils nous ont de formation et nos modèles de pensée, parce qu'on est tous issus du monde sportif, on a tendance à le reproduire, et c'est vraiment un obstacle important. Et le deuxième obstacle, moi, que je trouve et que j'ai eu sur lequel j'ai beaucoup bataillé à l'UFR STAPS avec les étudiants, c'est de considérer que parce qu'un élève est mis dans une situation, il s'adapte et donc il apprend. Et là, il y a une vraie confusion entre apprentissage et adaptation. C'est-à-dire que quand un élève, au bout de 2-3 essais, réussit à faire quelque chose qu'on lui propose, c'est qu'il savait déjà faire et qu'il adapte déjà des schèmes moteurs, qu'il adapte déjà des patterns, enfin peu importe. Il régule par rapport à ce qu'il fait. Il n'y a pas de transformation. Il y a une confusion chez les profs d'éducation physique entre apprentissage et adaptation. Et c'est aussi lié au fait qu'on veut que les élèves s'adaptent tout de suite et aussi s'engagent dans les pratiques, soient motivés par les pratiques. Voilà. La dimension motivation prend le pas sur la dimension apprentissage. On ne peut pas apprendre si on n'échoue pas, quoi. Voilà, globalement. Et donc, il faut que ça résiste. Un apprentissage, au départ, s'il est qualitativement
intéressant, et ben forcément, ce n'est pas spontané. Et ça va résister, ça va mettre du temps. Et si on veut mettre du temps, il faut cibler. Donc, c'est une conception qui se rapproche plus des conceptions, j'allais dire, mises en œuvre, enfin proposées par les approches dynamiques, par exemple, hein, les changements d'attracteurs. Voilà, c'est des idées autour de ça qui sont derrière le ciblage du CEDREPS. D'accord, merci pour ces précisions autour du ciblage. Maintenant, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est un objet d'enseignement? Alors, si on revient à ce que j'ai dit avant, un objet d'enseignement, c'est un savoir conçu comme une solution à des problèmes, on avait dit, qui est porteur de culture et qui est émancipateur. Voilà, ça c'est. À partir de là, on va le caractériser, c'est ce qu'on marque dans les articles hein, depuis quelques années. On dit qu'il y a 3 points qui permettent de caractériser un objet d'enseignement. Le premier, qui revient, qui est en écho avec l'idée d'émancipation, c'est-à-dire que c'est un pas en avant, donc un changement qualitatif dans la motricité, ça renvoie à ce que je viens de dire tout de suite. L'idée forte à retenir, c'est que c'est logiquement en rupture avec la motricité usuelle. On n'est pas en EPS pour conforter des motricités usuelles, ça, à mon avis, il faudrait que la profession s'en imprègne très fort de ce truc-là, cette conviction. Donc, un pas en avant qui est une rupture avec une motricité usuelle. Le deuxième, c'est que ce pas en avant, il soit culturellement fondé. Hein, c'est-à-dire que ça correspond, si possible, à un moment important de l'évolution de la culture d'une pratique. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il soit réaliste. Ça veut dire qu'à l'échéance d'une dizaine d'heures, c'est envisageable pour la majorité des élèves, donc accessible. Et une remarque que m'a donné Jean-Luc il n'y a pas très longtemps, et sur laquelle il insiste, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que compte tenu du niveau des élèves, s'ils sont en 6e, s'ils sont en 3e, tout n'est pas important au même moment. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, si on prend l'avant sur être sur l'avant des pieds en escalade, qui est un objet d'enseignement pour moi, ça c'est important au début. Voilà. Mais après, ou à un autre moment, ou peut-être pour des lycéens, c'est peut-être pas celui-là qui sera aussi important. Donc il y a cette idée de moment qui est important. Et accessible, sous-entendu accessible pour toutes et pour tous. C'est aussi bien pour les filles et les garçons, notamment. On voit bien les questions actuellement de genre, comment elles interpellent la profession. Parce qu'on prend de plus en plus conscience que, on a pas mal de nos contenus d'enseignement qui sont très genrés. Pas très longtemps, j'ai échangé avec Pascal Perrin sur badminton, donner de la vitesse avec de l'élan, avec beaucoup de force. C'est forcément un contenu d'enseignement qui va valoriser la force, donc plutôt le genre masculin. Voilà. Donc les 3 points importants qui caractérisent un objet d'enseignement, c'est la rupture avec la motricité, l'épaisseur culturelle et l'accessibilité. Voilà, si on avait 3 mots à mettre sur les caractéristiques d'un objet d'enseignement. C'est vrai que cette rupture avec la motricité quotidienne est vraiment, vraiment importante. Hein, pour moi, tu parlais tout à l'heure du tennis de table des années 30, effectivement, où les joueurs étaient là face à la table, jouaient beaucoup en revers. Et moi, ce que je défends, on en a parlé aussi ensemble beaucoup sur se mettre à distance en coup droit pour donner de la vitesse à la balle. Justement, c'est pour casser cette motricité-là quotidienne des élèves qui, quand ils arrivent en cours, ils sont là face à la table, restent dans cet alignement œil, raquette, balle cible et se contentent bien souvent de renvoyer la balle uniquement de l'autre côté. Donc, si on propose cette mise à distance en coup droit, là, il y a vraiment une réelle transformation au niveau de la motricité. Je dirais même si tactiquement, avec leur revers, ils se débrouillent bien. Moi, j'ai la même chose en escalade. Pour moi, c'est une réorganisation de la gravité, donc de la posture, à partir de points d'appui qui sont sur l'avant des pieds, alors que dans la vie de tous les jours, on est sur la plante des pieds.
Donc, même si le gamin il fait du 5 sup en grimpant les pieds à plat, pour moi, il n'a rien changé du 5C. Voilà. Il n'a rien changé à sa motricité. Il n'a fait que conforter, renforcer sa motricité de quadrupède. Donc là, il y a un vrai enjeu et où on va voir se déconnecter le niveau de performance de niveau d'acquisition d'un objet d'enseignement. Voilà. Où on va avoir la coupure entre compétences d'un côté et objet d'enseignement de l'autre. Okay. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, peut-être même avec un exemple concret, comment cibler un objet d'enseignement? Quelles sont les différentes étapes? Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais là peut-être avec un exemple un peu plus précis. Alors, la première étape qui est importante, c'est celle de modéliser l'activité du pratiquant, c'est-à-dire d'avoir une représentation des différentes préoccupations, si on utilisait un terme plus proche de l'action située, que peut avoir lorsqu'il évolue. Alors bon, moi j'avais depuis longtemps modélisé ça dans les activités de pleine nature en disant, quand on est confronté en course d'orientation ou après il faut le décliner précisément en escalade, mais il y a toujours une dimension lecture du milieu et avoir une petite idée de la trajectoire que l'on va suivre. C'est pas que cognitif cette histoire-là, c'est très en relation avec les pouvoirs d'action. En escalade, on voit bien qu'on peut imaginer des déplacements qu'en relation avec ce qu'on sait faire, quoi. C'est pas un décodage qui se fait indépendamment de ses pouvoirs d'agir. Après, effectivement, il y a une dimension qui est davantage motrice, au sens de répertoire gestuel, créer des appuis pour se déplacer, c'est ce que j'avais caractérisé. Et il y avait une troisième dimension émotionnelle. Bon, ça, c'était un modèle que j'avais proposé dans les années 90 avec 3 dimensions. Une dimension liée à la signification de l'action, une dimension liée à la réalisation de l'action et une dimension liée à l'émotion dans l'action. Il y a un modèle de Boutier qui est assez voisin, qui va donner une image de ça. Alors, en course d'orientation, par exemple, parce que je prends souvent le cas de la course d'orientation parce que ça permet tout le monde peut un peu comprendre. Donc, effectivement, il y a une dimension, il faut lire la carte, le milieu, et puis avoir une petite idée du projet de déplacement. En tennis de table, c'est pareil, c'est lire l'adversité et avoir une idée du projet de gain de points, comment je vais m'y prendre pour gagner le point à partir du service. Bon, ça, à un moment donné, l'élève peut être focalisé là-dessus. La deuxième dimension, c'est effectivement la réalisation de l'action. Donc là, si on prenait les sports de raquette ou la CO, c'est confronter l'image, le paysage rencontré, le paysage imaginé, et puis réguler cette confrontation entre les deux, tout en courant. Et puis, une troisième dimension qui est effectivement autour… Alors, j'avais fait un petit schéma pour… tu crois que je peux arriver à le mettre? Oui, avec le partage d'écran, tu peux partager ton écran. Ouais. Par exemple, là, j'avais modélisé l'activité en course d'orientation avec les 3 dimensions que je vous ai données. Je viens de donner, imaginer un enchaînement de lignes à suivre, courir et réguler la relation entre paysage rencontré et imaginé, et puis gérer son effort, rester lucide. Donc, une fois qu'on a cette vision du tout, ensuite, on peut dire je vais cibler quelque chose qui me paraît intéressant à travailler au niveau où en sont les élèves. Et donc, c'est ce qui nous a conduit, par exemple, en course d'orientation, à ce qu'on a appelé le corridor. C'est-à-dire, on s'est dit, en CO, qu'est-ce que fait tout le monde? Ils posent des postes et en fait, les élèves, ils ont tout à faire. Il faut qu'ils courent, et il faut qu'ils suivent un itinéraire, il faut qu'ils aillent trouver les postes, il faut qu'ils aillent le plus vite possible. Ils ont tout à faire. Et donc là, nous, on a choisi de réduire la complexité, de s'intéresser qu'à
un aspect qui est enchaîner des lignes et qu'on voit très bien sur ce schéma-là. C'est-à-dire que la course d'orientation, là, elle est réduite à naviguer dans un couloir en suivant les lignes qui sont en dessous. Là, on voit les chemins, les sentiers. Voilà. Et les postes sont faciles, ils se prennent en passant. Donc, on a énormément réduit. Et pour réduire, il faut réfléchir aux contraintes emblématiques qu'on va mettre en place pour réduire. Bon, si on prend le cas du tennis de table, si on veut que les élèves effectivement se mettent sur le coup droit, eh bien, on va interdire le revers. Donc, du coup, là, on met une contrainte emblématique. C'est-à-dire qu'on voit qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas parler de ciblage si on ne parle pas contrainte emblématique. Si on laisse toute la complexité du jeu, on aura beau se dire, je vais cibler ça, de toute façon, si le jeu se déroule avec toute cette complexité, votre ciblage, il va disparaître. Donc, contrainte emblématique et ciblage sont indissociables. On ne peut pas voir quelqu'un, comme là je disais dans la revue, dire je vais cibler ça et après tu as un match normal en volée. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Toutes les FPS, par exemple si on prend le double cercle, la boxe française, eh bien les copains ont imaginé une forme de pratique où en fait pendant 10 assauts, il y en a un qui attaque et l'autre qui défend. Ça, c'est une contrainte emblématique forte qui permet d'installer l'attaquant dans sa posture d'attaquant et pas d'être dans une posture en même temps attaquant et défenseur. Donc on a quand même là, la contrainte emblématique permet de cibler sur une activité particulière du pratiquant qui est ici de pivoter pour pouvoir attaquer en bas. Et donc, comment dire, cibler, c'est ça, quoi. Moi, c'est ce que je trouve dans les travaux qui existent actuellement, c'est que les contraintes emblématiques disparaissent. On ne peut pas travailler le ciblage sans ces contraintes. C'est la deuxième étape. Donc, la première étape du ciblage, c'est modéliser l'activité du pratiquant, du nageur, du plongiste, du grimpeur. Et ensuite, c'est choisir une dimension ou plusieurs dimensions, mais pas tout, et imaginer quelles sont les contraintes qui font que cette dimension elle va être mise en avant. Et bien souvent, excuse-moi, je te coupe, ouais. La crainte, je pense, de certains collègues, c'est de se dire, là, je vais contraindre et finalement, je vais priver de plaisir l'élève quand il pratique. C'est vrai qu'on l'entend, hein. Moi, c'est aussi ce que j'entends. Certains collègues me disent, oui, mais si tu fais que du coup droit, tu interdis le revers, tu les prives de plaisir. Ouais. Alors, quelle est ta position, toi, par rapport à ça? Moi, je suis tout à fait à l'opposé de ça. Je dis qu'il faut contraindre pour permettre d'inventer, pour permettre de progresser. Mérieux, il appelle ça des contraintes fécondes. C'est-à-dire, c'est des contraintes qui, en fait, vont permettre aux pratiquants de vraiment se transformer. Et c'est des belles contraintes de ce point de vue-là. Et il prend souvent l'exemple de Pénac, qui s'était interdit d'utiliser le « e » dans un roman. Donc, tout son roman, tu l'ouvres, il y a 150 pages, il n'y a pas une seule lettre « e » dans les mots qu'il utilise. C'est-à-dire qu'on utilise, la contrainte permet d'inventer. Et là, la contrainte, elle permet effectivement de focaliser l'attention de l'élève, l'intervention du prof sur un élément. Alors que dans les situations normales, même si le prof va dire « je veux cibler », mais comme on met dans un contexte où tout est possible, dans les sports co, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que tant qu'on restera à des matchs normaux et qu'on va compter, on va tout compter. Et on va se retrouver avec des pléthores d'indices. Tant qu'on ne fera pas des mini-scénarios où on dira là, c'est des attaques avec tel type de défense, 10 attaques, ou je ne sais pas, ou contraintes sur l'espace de déplacement ou sur les zones. Tant qu'il n'y aura pas de contraintes sur l'espace, le temps, eh bien, toute l'activité sera développée et donc ça sera impossible de cibler. On ne peut pas dissocier, et c'est un peu l'oubli qu'il y a actuellement
dans la profession autour du ciblage, c'est qu'on confond ciblage et intention pédagogique ou ciblage et compétences visées. C'est dans la tête du prof. Mais dans la mise en place, il n'y a pas les conditions pour que l'élève ait une activité qui soit mobilisée là-dessus. La chenille de Jean-Luc, là, les deux gamins qui se tiennent les chevilles, en natation, en natation, c'est une contrainte énorme, mais qui focalise les élèves sur l'alignement. Si on remet dans une situation normale, qu'on leur dit d'aller à l'autre bout du bassin, ils n'ont pas une obligation de passer par le problème de l'alignement. C'est-à-dire que ces contraintes ont pour objectif de confronter l'élève à l'obstacle. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a, je trouve, actuellement autour de l'idée de ciblage. Sur la première étape, elle est rarement là, c'est-à-dire il n'y a pas de modélisation de l'activité. On choisit un élément qui paraît essentiel au regard de ce que produisent les élèves. Et souvent, il y a une confusion. On regarde plutôt la pratique que l'activité du pratiquant, la natation plutôt que le nageur. Et la deuxième, c'est l'étape qui consiste, le deuxième obstacle qui n'est pas fait, c'est l'étape qui consiste à travailler sur la relation entre contrainte emblématique et objet ciblé. Et je pense que c'est aussi rassurant à un moment donné pour les collègues qui ciblent, c'est que je porte toute mon attention sur quelque chose vraiment de précis et du coup, j'ai plus non plus à connaître plein de choses dans l'activité. C'est aussi ce qui peut effrayer parfois, notamment quand on commence dans la profession, où on se dit, voilà, on raisonne en se disant, là, je dois enseigner la natation. J'ai plein de choses à connaître sur la natation. Et c'est vrai que c'est un peu angoissant parfois quand on démarre dans la profession. Alors que là, avec cette idée de ciblage, on met vraiment le focus sur quelque chose de précis. Et du coup, au niveau des contenus, on peut vraiment être là très précis et plus se dire j'ai plein de choses à maîtriser dans plein d'activités différentes. Parce que c'est aussi une caractéristique du prof de PS, c'est qu'il doit enseigner beaucoup d'activités. Donc, il ne peut pas non plus être expert dans toutes les activités. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'enseignais à CO, où j'ai dit, à la course d'orientation, j'ai dit aux collègues, il n'y a qu'un seul truc, c'était beaucoup en forêt, c'est dans la forêt, il y a des choses que vous pouvez suivre, que vous pouvez longer, un chemin, un talus, vous pouvez le suivre, vous pouvez le longer. C'est un rail. Donc, la seule chose que vous avez enseignée, c'est à apprendre aux élèves à reconnaître, suivre et enchaîner ces mains courantes naturelles. Point. Vous arrêtez à ça. Et vous construisez toutes les courses d'orientation. Donc, la pose de balise, par exemple, ça va être uniquement sur ces mains courantes. On ne va jamais aller poser un poste sur une belle mare à côté, on s'en fout. Ce n'est pas le lieu qui nous intéresse. Et ça, c'était très difficile à faire comprendre que ce n'était pas l'endroit qui était intéressant, mais que c'était la main courante naturelle qui était importante. Et on a encore vu ça à titre anecdotique, mais dans le corridor, là, par exemple, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, enfin, quelques années, publié, où il n'y avait même pas les mains courantes naturelles dans le corridor. Ça, les gens ont repris la forme. Non, c'est vraiment ce choix-là de contraintes pour cibler. Et effectivement, du coup, ça organise toute l'activité de la classe, des élèves et de l'enseignant. Parce qu'il y a des activités, c'est très compliqué. L'escalade, les APP ne sont pas peu enseignés en formation initiale. Donc, j'ai bien vu que pour lire la motricité d'un grimpeur, c'est compliqué, quoi. On ne peut pas demander à un prof de lire. Par contre, si on lui dit l'avant des pieds, point. Et puis, peut-être le talon, comme ça, pour avoir un repère en plus. Et puis, tu fais tout ton cycle avec ça, ça suffit. Et on va corriger là-dessus, on va centrer là-dessus, on va répéter beaucoup là-dessus, mais au moins, on va avoir une transformation sur ce point-là, tout le bas du corps, quoi, en fait. Pas uniquement le pied lui-même, c'est pas l'avant du pied qui est changé, c'est tout le bas du corps. C'est rassurant pour le prof, je trouve, et aussi pour l'élève, parce qu'il sait aussi vraiment sur quoi on veut le transformer. Donc, il y a côté prof et côté élève. Tout à fait. J'ai une dernière question dans ce deuxième temps fort de l'interview, Serge. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu formules concrètement un objet d'enseignement? Quand on veut le formaliser, comment le formuler? Actuellement, un objet d'enseignement, il est
J'ai toujours un écran partagé là ou pas? Non, Ouais, non, non. Non, c'est pas grave. Actuellement, il y a deux dimensions dans la formule, enfin deux dimensions dans la formulation d'un objet d'enseignement. Il y a ce qu'on appelle l'action clé, c'est-à-dire une coordination locale qui témoigne d'une transformation. Par exemple, pour un exemple du tennis de table, c'est effectivement si on commence à avoir un pied, si on est droitier, un pied droit qui commence à reculer, une position oblique par rapport à la table avec une mise à distance, on voit qu'il y a une coordination, certes pas, c'est pas celle de haut niveau, mais on voit qu'il y a déjà une rupture. En escalade, on voit les gens sur l'avant des pieds. En course d'orientation, on voit les gens qui suivent au lieu de couper tout droit, qui vont suivre les mains courantes naturelles. Après, on pourrait prendre ça dans toutes les pratiques, hein, avec les brachs en gymnastique. Donc, il y a une action importante qui va témoigner de la transformation. Et cette action, elle est orientée par une intention. Donc ça, c'est les deux composantes de la formulation d'un objet d'enseignement. Un, une action clé. Deux, une intention qui est cohérente, qui s'inscrit. Alors après, effectivement, on peut avoir des niveaux de formulation sur ces deux dimensions qui sont plus ou moins précis. Par exemple, sur l'intention, si l'intention c'est d'aller marquer ou d'atteindre la cible, on s'en doute, si on joue au volley, ou de marquer le point, ou de marquer le but, bon, il y a une confusion entre l'intention et le but du jeu, quoi. Évidemment, l'intention, logiquement, elle devrait un peu guider l'action, c'est-à-dire permettre, si on prend la formulation qu'on connaît bien sur donner de la vitesse, hein. Alors effectivement, l'action, si c'est de se mettre à distance et de profil, mais elle sert à quoi? Elle sert à donner les moyens de pouvoir donner de la vitesse à la balle, qui va permettre ensuite de marquer le point. Et marquer le point, ce n'est pas l'intention de l'objet d'enseignement. L'intention de l'objet d'enseignement, c'est de donner de la vitesse. De la vitesse, oui. Et quand on voit des formulations où l'intention, c'est de gagner le match, marquer le point, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas le bon niveau de caractérisation de l'intention au sens. Ou alors, on peut avoir des intentions qui sont du type jouer dans les espaces libres, ou jouer ou prendre de vitesse la défense. Enfin, c'est tellement vague, c'est ce que j'appelle des formulations intention-principe, c'est-à-dire c'est un principe général. Mais là, son problème, c'est qu'il est valable aussi bien pour des sixièmes que pour du haut niveau, et donc il n'est pas spécifique au niveau des élèves auxquels on s'adresse. Donc on a deux dangers dans la formulation de l'intention. Soit on va vers les principes généraux d'efficacité, ou soit on confond l'intention, ce que moi j'appelle l'intention motrice, c'est-à-dire celle qui guide l'action, comme tout à l'heure, donner de la vitesse, avec le but du jeu. D'accord. Ouais. Sur les actions, on peut avoir aussi des dérives possibles. Soit on va s'intéresser à une action locale, par exemple, je ne sais pas, fermer la raquette, ou alors, il n'y a pas très longtemps, on discutait avec Pascal Perrin du mouvement de pronation en badminton, où ça va être pouvoir amortir avec l'intérieur du pied en football. Là, je discute avec des collègues autour de ça. Donc là, on est vraiment sur du micro-local. C'est sûr que c'est important en football de pouvoir conserver la balle près de soi en amortissant avec l'intérieur du pied. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est plutôt la façon dont la balle arrive et repart pour pouvoir effectivement, pas uniquement amortir pour amortir, sinon on se met face à face et on se renvoie la balle. Et l'action motrice, dans ce cas-là, elle reste locale.
Ou alors, on va dire, c'est ce qu'on a longtemps écrit, passer de niveau 1 à niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'était les anciennes compétences, où on trouvait qu'il y avait des sauts entre le niveau 1 et le niveau 2 collège, par exemple, ou entre le 4 et le 5, ou entre le 3 et le 4 lycée. Là, toutes les dimensions de l'activité se transforment. Donc, sur l'action, éviter l'action locale, une action micro, j'allais dire, et ne pas formuler l'action en termes de changement de niveau global. Ce qu'on a tendance d'ailleurs à demander à nos étudiants quand on leur demande l'objectif de transformation au CAPES. Ils transforment tout le niveau. Donc, voilà comment on peut arriver à écrire des objets d'enseignement. Alors, je voulais juste faire voir, parce que c'est assez révélateur. Attends, je vais le mettre en partage d'écran. Oui, vas-y. Ça, c'est révélateur un petit peu de comment on a évolué. Là, il y a des objets d'enseignement avec l'action clé et l'intention dans les cahiers neufs jusqu'aux cahiers qui vont sortir. Et on voit par exemple, donc c'est 2009, le cahier neuf, on a atteint de la zone avant et arrière du terrain. C'est ce qu'on écrivait au CEDREPS. Et puis on voit comment ça c'est au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus précis. Oui. Par exemple, ta formulation, se mettre à distance en coup droit pour donner la vitesse de la balle, en accélérant ou en plaçant latéralement, ou dans ce qui va sortir, varier entre deux schémas pour gagner sa série de services. On voit qu'on est passé de formulations qui quelquefois n'avaient soit pas d'action, comme là on a construction du point à partir du service, quoi. Un truc, c'est on ne peut plus vague. Alors, on a appelé ça des objets d'enseignement, mais on voit bien comment la démarche du CEDREPS aujourd'hui évolue et cherche à aller vers une identification des deux composantes à la fois de l'action. Elle évolue, elle s'affine. Qui s'affine, ouais, c'est ça. Et ça, c'est, quand je disais tout à l'heure, cibler, ça fait partie d'un mouvement, d'une démarche. On voit bien ici, au travers de ces quelques productions, là, sur une petite dizaine d'années, comment ça a évolué, quoi. Cette formulation. Donc, c'est pas facile, quoi. Et bon, c'est normal que les collègues aient un peu de difficulté aussi à le faire. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre le ciblage d'un objet d'enseignement. Je te propose maintenant de passer au dernier temps avec des questions que j'ai sélectionnées, des membres de ma communauté, de mon blog. Ça va faire le lien d'ailleurs, la première question, avec ce que tu disais auparavant. Et il y a un collègue qui me posait la question suivante: comment organiser les objets d'enseignement sur l'ensemble d'un cursus, que ce soit sur le collège ou le lycée, ou même sur toute la scolarité d'un élève, du collège, on va dire de la 6e, ou alors du cycle 3 jusqu'à la terminale. Comment on peut faire pour les organiser sur ce parcours de formation? Là, c'est une vraie question aujourd'hui sur laquelle on débat au sein du collectif, parce que ça pose la question de comment est construite la logique de la discipline. Actuellement, même si on a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on est quand même passé des 5 niveaux de compétences, où là, c'était clairement énoncé que progresser en EPS, c'était progresser en termes de compétences dans chaque APSA. Ça, c'était clair. Et ça reste filigrane, même si les progrès se sont réduits, parce que maintenant, on n'a plus qu'une étape par cycle, mais il y a quand même cette idée de progressivité. Donc, si on part de cette hypothèse que progresser en EPS, c'est progresser dans les APSA, alors il faut penser des objets d'enseignement progressifs, de plus en plus difficiles, et qu'il va falloir acquérir, il va falloir passer par l'objet 1 avant d'aller au 2 et puis aller au 3. Voilà. Donc l'hypothèse, c'est ça. Alors, tant qu'on reste dans cette hypothèse de progressivité dans l'APSA qui organise le cursus à l'école, on ne peut pas s'en sortir.
Et Et on fera avec eux. ce qui supposerait que les élèves de lycée aient déjà Voilà. pratiqué l'activité en collège, si on est dans cette logique niveau 1, 2, 3, 4 et Et voilà, 5. exactement. Et donc, du coup, moi, je fais partie de ceux qui, au sein du CEDREPS, disent qu'il faut rompre avec cette progressivité parce qu'elle ne tient pas la réalité. Hein. On a au lycée, au-delà du fait que les gamins n'aient pas forcément pratiqué l'activité, mais on a de telles transformations morphologiques chez les gamins. Enfin, pour moi, par exemple, l'escalade, c'est criant, quoi. Un petit sixième qui va faire 45 kilos tout mouillé et un lycéen qui en fait 80 ou 85 ne peut pas penser de la progressivité de la sixième. Et je pense que dans beaucoup d'activités, soit c'est des composantes physiologiques, mais ça peut être psychologique qui changent. Et donc, du coup, il faut raisonner par priorité en fonction des niveaux, lycée, collège, et de se poser la question de l'accessibilité, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y a plus de progressivité, mais que les objets d'enseignement qui vont être proposés au collège et au lycée, moi je vois essentiellement ça, hein, collège, lycée, sont des objets d'enseignement qui sont pertinents au regard du développement des élèves. Un lycéen, ce n'est pas un collégien. Au regard des préoccupations qu'il peut avoir, de construction identitaire qu'on a au lycée, qu'on a beaucoup moins, et que tous ces objets soient accessibles à tous, même s'ils n'ont pas pratiqué. Et forcément, là, ça rompt un peu avec cette idée de progressivité. Mais il faut les organiser autrement. C'est là la notion de thème, quoi, sur laquelle on travaille. Par exemple, moi, je propose des thèmes qui sont effectivement organisés autour de ces dimensions psychologiques ou physiologiques, des préoccupations sociales. Et du coup, après, on va choisir des objets d'enseignement par rapport à des thèmes qui sont pertinents au regard de ce qu'est et des enjeux de formation au collège et au lycée. Et il y a une rupture avec cette idée de progressivité, d'objets emboîtés, un petit peu comme certains au sein du CEDREPS militent pour ça, hein, pour un emboîtement d'objets d'enseignement qui sont progressifs. Voilà. Et je pense que ça ne peut pas vivre. Mais bon, c'est la pratique professionnelle qui tranchera. Mais au même titre qu'on a rompu avec la révérence et qu'on accepte aujourd'hui des formes de pratique scolaire, je pense qu'il faudra accepter de rompre avec une hypothèse de la progressivité, quoi, dans une absence. D'accord. J'avais une autre question d'un Ouais. collègue qui demandait est-ce qu'il y a des activités, hein, des APSA, où le ciblage est plus difficile à définir? Et si oui, lesquelles et pourquoi? Alors, dans l'étude que j'ai pu faire des différentes formulations, qu'on pourra retrouver dans le prochain cahier 17 d'ailleurs, on s'aperçoit que là où on est sur des habiletés fermées, c'est-à-dire où la réponse motrice est anticipable. Hein, si on fait de l'athlétisme et qu'on fait saut en longueur, on sait ce que c'est qu'une technique de saut en longueur. Par contre, attaquer à plusieurs en handball, ça devient plus difficile de voir quelle est l'action clé. Hein. Dans un sport collectif, par exemple, on a une interrelation entre l'intention individuelle et l'intention collective aussi qui se met en place, qui ne se met pas, qu'on n'a pas dans le cas d'une habileté fermée. Donc on voit bien que, j'allais dire, la formulation dans des habiletés ouvertes est plus ronde et plus large, plus floue que dans une habileté fermée. Donc là, il y a une vraie difficulté. On pourrait dire aussi entre des formes qu'on appelle téléocinétiques, c'est-à-dire tout ce qui est pratique où il y a une cible, même au handball si je shoot, et des pratiques comme morphocinétiques, hein, comme la danse, quand ça renvoie, ou on pourrait même aussi aller sur la CP5, même si aujourd'hui
de mon point de vue, la CP5 dérive, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur le ressenti personnel, elle est davantage sur est-ce que j'ai bien fait mon projet, est-ce que les charges que j'ai soulevées ou les fréquences ou les distances que j'ai courues sont bien les bonnes. Tout ce qui va être de l'univers, j'allais dire, personnel, propre, eh bien ça va être pas facile à appréhender. Donc, il faudra des indicateurs et d'où l'importance des fils rouges, qui sont d'ailleurs pas faciles du tout à identifier, quoi. Qui vont permettre j'allais dire, d'avoir une idée de l'acquisition de l'objet d'enseignement. C'est vrai que si on habite fermé, c'est plus facile de voir la transformation que dans une pratique comme la danse ou dans une pratique de sport collectif. Donc, on ne peut pas envisager un niveau de formulation identique comme une espèce de règle qu'il faudrait tenir, quoi. Il faut que ça s'adapte en fonction de la pratique. Alors, tu parlais de handball juste avant, ça va faire le lien avec la question suivante d'une collègue qui demandait s'il était possible de cibler un objet d'enseignement en sport collectif pour éviter justement les nombreux observables dont tu as parlé aussi tout à l'heure, hein, l'attaque, la défense, non porteur de balle, etc. Est-ce que c'est possible à un moment donné en sport co? Moi, c'est tout à fait possible en sport co si on accepte d'arrêter de jouer au match normal, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si on se dit je cible, mais c'est pour que, in fine, on joue au vrai handball ou quasiment, quoi, voilà. Même si on fait du 5-5 ou du 4-4, enfin voilà, qu'on aménage des bricoles, mais qu'on laisse tout, l'attaque, la défense, qu'il faut en même temps évaluer le repli, la qualité de shoot, c'est impossible, quoi. Donc là, il n'y a pas de ciblage. C'est-à-dire que derrière la question, on voit bien la contradiction, c'est-à-dire que il faut accepter de faire un choix fort pour éliminer certains observables, justement. Ouais. Et il faut que ça se concrétise, c'est-à-dire que concrètement, à la fin, on ne joue pas au vrai handball, mais on joue à une forme de pratique scolaire du handball qui permet de voir l'objet ciblé. Et c'est toute la difficulté qu'on a actuellement où les gens disent oui, vos formes de pratique scolaire, elles sont sympas, elles sont bien, mais à l'évaluation certificative, on joue au vrai, quoi, au vrai jeu, quoi. Et c'est là, tout s'effondre, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver dans une forme de pratique normale, tout est là. Donc, on ne peut rien cibler. Alors, on met en place des usines à gaz de chiffres, de décomptes, amplifiés par l'utilisation des tablettes, des tableurs qui peuvent maintenant faire bien plus de choses qu'avant avec nos petits crayons et nos fiches. Mais sur le fond, c'est le même problème, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra cibler que si on accepte, enfin, on ne pourra réduire le nombre d'observables que si on accepte de cibler jusqu'au bout. Et donc de revenir sur ces fameuses contraintes emblématiques. Bien sûr, c'est clair. Mais moi, ça ne me choquerait pas de voir un système d'attaque-défense. Voilà, on dit, si mon objet d'enseignement est sur le jeu placé, on fait un match sur le jeu placé, c'est-à-dire on arrête les contre-attaques, on joue sur un seul panier ou sur un seul but, il y a 10 attaques placées et puis on évalue sur 10 attaques placées. Mais on ne va pas faire un vrai match où les gens vont aller d'un but à l'autre. Parce que là, on va se retrouver on va avoir la conservation de la balle, la montée de la balle, on va avoir tous les problèmes, le repli défensif, tout va arriver et on va vouloir isoler et ça ne marche pas, quoi. Mais qui est-ce qu'aujourd'hui, même si c'est possible dans les textes, aujourd'hui, on peut imaginer qu'un établissement scolaire avec des collègues CEDREPS convaincus disent voilà, on fait une évaluation en attaque-défense ou en balle et on ne fait pas de match qu'au normal. On fait 10 attaques-défense avec une disposition particulière et on voit si les élèves sont capables de pouvoir appliquer des schémas collectifs dans ces cas-là, quoi. Un peu à la manière dont ça
se fait en club. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que travailler sur des combinaisons, des déplacements, voilà, qui sont travaillés. Et je pense que là, dans la question, ça révèle effectivement cette difficulté à faire des deuils, quoi. Clairement. Alors, la prochaine question va te plaire, j'en suis sûr. Est-ce qu'il est possible, selon toi, d'avoir un consensus entre différents collègues d'un établissement, hein, au sein même d'une équipe EPS, sur le choix d'un objet d'enseignement? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord dans l'équipe EPS ça serait trop… Non, ça me paraît injouable. Parce que il y a trop de diversité, de sensibilité. Et si on laisse à chaque établissement scolaire, ça va être des débats sans fin. La seule solution, effectivement, c'est de passer par les programmes. C'est la fonction des programmes. Le programme, c'est d'harmoniser et de permettre, à un moment donné, d'imposer certains objets. Bon, après, les programmes évoluent, mais ça ne peut être tranché que par l'institution. Aujourd'hui, l'institution, elle ne se prononce pas là-dessus. Il y a des AFL. On est plutôt dans une logique d'ouverture totale, plutôt que de cibler sur certains objets. Et du coup, ça crée des conflits parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, les débats sont renvoyés aux collègues. Et effectivement, il peut y avoir des établissements où les débats sont très chauds, où personne ne veut lâcher, et où il y a des compromis. Alors que si l'institution imposait des objets d'enseignement clairs, eh bien, là, effectivement, les débats seraient autour de comment on fait pour enseigner ça. Alors que là, on demande aux collègues de trouver les objets d'enseignement. Chose qui est injouable pour eux. Justement, ça fait aussi le lien avec la question suivante. Un collègue demandait comment cibler un objet d'enseignement dans les activités qu'on ne maîtrise pas trop. Notamment si on n'est pas vraiment expert dans l'activité, comment on peut faire? On ne peut pas faire. En fait. Ça demande de… Donc, il faut s'appuyer sur les ressources disponibles de celles et ceux qui ont déjà fait. Ouais. C'est un peu le travail qu'on fait au CEDREPS. C'est en général des collègues qui ont une expertise d'enseignement. Ce n'est pas forcément une expertise de haut niveau. C'est-à-dire qu'ils ont enseigné la pratique et qui ont beaucoup regardé l'activité des élèves. Et à partir de là, avec ce souci de faire des pas en avant, quand identifier des objets intéressants. Et puis après, ils sont allés chercher effectivement si ça avait une épaisseur culturelle ou pas. Ou on a l'inverse aussi, des gens qui étaient… Mais c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas le travail des profs d'éducation physique que de cibler les objets d'enseignement. C'est un peu comme les thèmes qui sont définis dans les autres disciplines, pour les autres enseignements. On leur donne les thèmes, on leur donne des objets culturels d'appui avec lesquels ils pourraient illustrer. Par contre, ça, ils savent faire, quoi. Et si on donne les bonnes clés en tennis de table, en natation, en escalade, en CO aux gens, pour enseigner au niveau scolaire, avec cette idée d'accessibilité, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, y compris les non-sportifs, eh bien, les profs de PS ont une formation à Bac+5 simplement pour leur permettre d'enseigner de manière pertinente s'ils ont objet d'enseignement avec contraintes emblématiques et la forme de pratique scolaire, des exemples de formes de pratique scolaire. Le triptyque, c'est objet d'enseignement, contraintes emblématiques, fil rouge. Voilà. C'est les trois éléments qui constituent la cohérence de l'enseignement tel que nous, on le développe au CEDREPS. Si on a ces éléments-là, à partir de là, les enseignants, ils savent faire. J'avais une toute dernière question. Tu as un petit peu répondu dans le deuxième temps de notre interview. Un collègue qui demandait s'il existait une banque de ressources qui présentait des ciblages dans certaines activités. Tu nous l'avais montré déjà tout à l'heure à l'écran quand tu as fait le partage d'écran. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un travail que j'avais fait
il y a de ça 2 ou 3 ans, et puis que là, on va rendre public dans le prochain cahier du CEDREPS. Maintenant, cette banque, il faut la prendre avec précaution, hein. C'est pour ça que j'ai fait voir un petit peu tout à l'heure l'exemple en sport de raquette. Oui, elle évolue toujours et elle s'affine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut la regarder avec un peu d'intelligence, quoi, pour voir qu'il y a des choses qui bougent et que si on va rechercher les formulations d'il y a quelques années, certaines sont bonnes, hein, par exemple, sont bonnes au sens d'aujourd'hui. Je relisais par exemple la formulation de Fabien Fangé en rugby avec l'arrache ballon. Sa formulation déjà en 2009 ou 2010, elle est déjà très bonne, hein. On a déjà les 2 éléments. On a effectivement l'idée de soutien, soutenir, et puis l'idée d'avancer, donc l'intérêt du jeu groupé, quoi, d'avancer en profondeur. Donc c'est assez inégal, ça dépend des auteurs, et puis aussi on a vu tout à l'heure de la difficulté à appréhender certaines pratiques sur lesquelles soit on a peu d'expertise, ou soit eh bien c'est plus compliqué à cibler. Donc effectivement, il existe une base qui peut servir de point d'appui, mais c'est pas la Bible, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Ce qui suppose toujours une réflexion quand même des collègues et de ne pas prendre pour argent comptant un objet d'enseignement ou une forme de pratique scolaire. Même s'il y a des gens qui ont déjà réfléchi dessus, ça suppose quand même encore une petite réflexion et de suivre les évolutions. Ouais, puis même si on a les objets d'enseignement, il faut les contraintes emblématiques qui vont avec, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, là, on prenait le cas de l'arrache-ballon au rugby. C'est sûr que si on prend l'objet d'enseignement comme ça, mais qu'on enlève la contrainte à la fois un terrain très étroit et en même temps pas le droit de faire de passe, l'objet d'enseignement, il tient plus. Oui, il n'a plus de sens. Oui. Il n'a plus de sens. Bien sûr. Donc c'est vraiment… quand je disais tout à l'heure que le triangle de réflexion du CEDREP, c'est ciblage d'un objet d'enseignement, c'est contrainte emblématique et fil rouge, quoi. Et si on n'a pas ces 3 trucs-là, ces 3 éléments-là, il manque ça ne quelque peut pas chose. fonctionner. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire que, il faut ces 3 éléments pour qu'il y ait effectivement un enseignement de l'éducation physique au sens où on l'entend. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ciblage tout seul, quoi. Voilà. Il n'y a pas de contrainte emblématique. Il y a vaguement des fils rouges, et encore. Voilà. Donc sur ce ciblage, on oublie beaucoup de choses autour, quoi, et on se focalise sur le mot ciblage, si vous voulez conclure, alors qu'on oublie beaucoup de choses qui sont nécessaires pour que le ciblage puisse être pertinent et puisse être efficace. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Serge, pour ce partage de contenu. J'espère que les collègues et futurs collègues y voient un peu plus clair maintenant sur cette notion de ciblage d'objets d'enseignement avec tout ce que tu nous as partagé. Au prochain cahier, il y aura un article particulier là-dessus pour essayer qui permettra aux collègues qui le souhaitent d'approfondir un peu cette question. Donc, c'est le cahier 17, c'est ça, qui est prévu, 17, la sortie est prévue en septembre? Oui, c'est ça, en septembre. À la rentrée? Ça sortira fin septembre à la rentrée. Ouais. Fin septembre, d'accord, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ou… Non, merci d'avoir proposé ce temps d'échange. C'est vrai que l'utilisation de ce mode des interviews permet effectivement une diffusion et puis aussi un échange avec les collègues par le biais du mur. Tout ça, je trouve ça très bien que la démarche du CEDREPS puisse se diffuser tranquillement, même si ce n'est pas toujours facile. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et de poursuivre tes réflexions qui font bien avancer la discipline, je trouve. Donc, tu es un retraité actif. Oui, encore quelques années. Pour ça. Donc, ne t'arrête pas. Continue. Voilà. Donc, merci à toi et merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour le partage de nouvelles ressources.
Allez, bonne journée. Au revoir.